dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial maison et objets. Le salon Maison et Objets fête ses 30 ans cette année, 30 ans déjà. C'est vrai que c'est un salon qui est réservé aux professionnels. Vous êtes nombreux à écouter, des architectes d'intérieur, designers, hôteliers, restaurateurs, boutiques, retailers, mais qui rayonnent évidemment ensuite bien au-delà. Donc si vous faites partie du grand public, entre guillemets, surtout restez là parce que vous allez voir toutes ces tendances, nouveautés et produits coup de cœur. Vous allez les retrouver aussi d'une manière ou d'une autre dans vos intérieurs, sur les chantiers, dans vos boutiques déco préférées ou même dans les magazines pour vous inspirer. Maison et Objets, c'est vraiment un endroit et un moment incontournable pour le monde de la déco, du design et de l'art de vivre à la française. Le prochain, c'est très bientôt, du 18 au 22 janvier. Il s'y passe beaucoup de choses et pour en parler, pour m'accompagner tout au long de cet épisode, je suis avec Mélanie Leroy, directrice générale de la SAFI. Bonjour Mélanie. Bonjour Hortense. Alors, je disais la SAFI par rapport à Maison et Objets. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'organisateur ? Oui, c'est la maison mère. En fait, la SAFI, ça regroupe plusieurs entités. D'abord Maison et Objets, qui est le salon biannuel. Ça regroupe également la Paris Design Week en septembre et qui a son pendant In the City pour le B2B en janvier. Et puis bien sûr MOM, qui est notre plateforme digitale B2B. Ouais. Toi, t'es arrivée l'année dernière. Quand t'es arrivée, quel a été ton regard sur le salon ? Et ensuite, quelles ont été tes ambitions, justement ? Alors, je suis arrivée exactement il y a 10 mois et je ne viens pas du tout du milieu des salons, puisque j'ai fait plus de 15 ans dans le retail et 5 ans dans la tech. Mais je connais le salon depuis plus de 12 ans pour y aller en tant que visiteur, acheteur, de manière assidue. Et donc, je pense que j'en comprenais parfaitement les bénéfices, avec un fort niveau d'exigence au regard d'un contexte qui a beaucoup changé, un contexte de marché qui évolue. Et donc, une vraie volonté avec les équipes de faire évoluer le modèle pour être une réponse active aux besoins de nos clients, qu'ils soient marques ou qu'ils soient acheteurs, prescripteurs ou retailers. Qu'est-ce qui a énormément changé ? Tu dis que le marché a beaucoup en cours, parce que j'imagine qu'on pourrait faire un épisode de podcast entier là-dessus. Je pense que déjà le Covid a fondamentalement rabattu les cartes. Pendant le Covid, notre industrie a très fortement augmenté. Je parle de celle de la décoration et du design. Et puis le digital aussi, qui s'est fortement accéléré, eu égard à des magasins qui étaient tout simplement fermés ou des chantiers qui étaient à l'arrêt. Et on s'est rendu compte post-Covid que cette tendance revenait à une tendance plus proche de celle de 2019, un rééquilibrage de digital et du physique, ce qui est une très bonne nouvelle parce que on se rend compte que les salons, le média salon est de nouveau très plébiscité pour 2 raisons essentielles, l'expérience sensorielle autour du produit et puis la relation physique. Voilà. Le marché de la décoration et du design est plus complexe post-Covid parce qu'il avait atteint des plus 20% de croissance. Donc aujourd'hui, c'est un marché que l'on accompagne avec, 2 leviers principaux, 3 même. Le premier, c'est la nouveauté. Parce que un retailer ou un prescripteur veut et recherche de la nouveauté pour garantir aussi le succès de son projet. La seconde chose, c'est des nouvelles solutions utiles. On va en parler, je le sais, un petit peu plus tard, mais avec des concepts qui apportent des vraies solutions concrètes, efficaces. Puis la troisième chose, c'est l'inspiration. Parce que l'inspiration, c'est pas simplement rêver et savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. C'est aussi cette capacité à exprimer d'une manière forte la scène créative française et internationale, d'être cette expression de marché et en dévoiler toutes ses opportunités.
Ouais, parce qu'avec ce salon, j'imagine que tu as plusieurs problématiques. Il faut aussi bien répondre aux enjeux business des retailers, c'est ce que tu disais, et en même temps aux architectes qui sont à la pointe de la tendance. C'est exactement ça. Alors déjà, le positionnement du salon est historiquement premium et international. Donc c'est vrai qu'on a une clé d'entrée sur l'offre qui induit une curation assez forte. Mais tu le dis à très juste titre, l'attente d'un retailer ne va pas être la même que celle d'un prescripteur. Et je dirais même d'un prescripteur résidentiel versus un prescripteur, donc prescripteur c'est architecte, qui va travailler sur des projets d'hospitality. Voilà. Donc là, de plus en plus, on tend, au travers de nos actions, que ce soit la sélection d'offres ou les animations, à répondre de manière active aux retailers, aux architectes de résidentiel et aux architectes plus d'hospitalité. Ouais. Je suis dans ton bureau, là, il y a des grands plans du salon. Il y a combien d'espaces maintenant ? Alors nous avons 15 secteurs et sur cette édition, nous allons compter sur 2300 exposants, soit 10% de plus que l'année dernière. Et ce que je trouve tout à fait intéressant de souligner, c'est que sur l'ensemble de ces exposants, 30% sont nouveaux, soit totalement nouveaux, soit ils reviennent après avoir été absents depuis plusieurs éditions. Voilà. Donc ça corrobore avec ce que je citais d'un engouement pour le salon. Et je suis vraiment très heureuse et confiante sur cette capacité de faire connecter des marques qui ont envie de relais de croissance, qui ont envie de développer leur business avec des acheteurs qui viennent chercher les pépites de demain. Tous les ans, il y a un thème. Quel est le thème cette année ? Alors cette année, le thème est Tech Eden. Autrement dit, la volonté, à l'aune aussi de nos 30 ans, puisque je le rappelle, en 2024, nous fêterons nos 30 ans, la volonté de répondre aux enjeux clés aujourd'hui des clients, qu'ils soient retailers, qu'ils soient prescripteurs, qu'ils soient marques, ou comment concilier créativité, sustainability, donc tout ce qui est éco-responsabilité, et innovation, technologie. Autrement dit, comment est-ce que l'innovation, la technologie, peut ne pas être vécue forcément comme anxiogène, ce qu'elle l'est encore beaucoup, mais peut représenter aussi des nouveaux leviers, des nouveaux leviers de fertilité pour aller chercher une créativité qui remette aussi en son cœur toute la nature et l'éco-responsabilité. Oui, c'est le rapport entre la nature et les nouvelles technologies. Notamment, mais aussi les nouvelles technologies et les savoir-faire. C'est une thématique qui a été imaginée en collaboration avec l'agence conseil et l'agence de conseil en stratégie créative, Péclairs Paris. Oui, absolument. C'est le cabinet de tendance avec lequel nous travaillons déjà depuis 2 éditions. Et nous avons co-construit ce thème à nouveau pour répondre à notre positionnement qui est celui aussi d'être tourné résolument vers l'avenir. Il ne s'agit pas de fêter 30 ans de manière rétrospective, mais vraiment de se projeter dans les prochaines années. Et avec Péclairs, de pouvoir identifier toutes les opportunités qui se présentent grâce à ces technologies, grâce à cette innovation autour de la matière, autour de la maîtrise de la main, autour du savoir-faire, une nouvelle forme d'artisanat, dirons-nous. Ouais, on va en reparler de toute façon tout à l'heure, parce que je crois qu'ils auront un espace. En gros, dans un univers hyper connecté, qui est très digitalisé, ça va être la frontière entre réalité et fiction. Toutes ces visites virtuelles, mais qui côtoient aussi l'aromathérapie, la luminothérapie. On convoque un peu les 5 sens de l'être humain. Oui, c'est ça. Alors, une précision, parce que on ne va pas présenter de la science-fiction. C'est vraiment la nature qui se réinvite dans nos lieux de vie, et pas forcément que de manière biophilique ou végétale. On va être vraiment sur, ça peut être des nouveaux matériaux éco-conçus, des formes qui vont être beaucoup plus organiques, voilà. Et puis à contresens à nouveau, c'est comment est-ce que et Mathieu Le Hanner, on va en parler tout à l'heure, je le sais, mais l'exprime très bien dans son concept, comment grâce à la technologie, la nature accueille des nouveaux lieux de vie. De toute façon, je crois que cette année, le salon va être assez concret, notamment avec un espace, l'espace What's New in Retail, qui a un nouveau programme cette année. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, j'avoue que j'ai une petite sensibilité particulière pour ce concept, parce que, comme je le disais en introduction, je viens moi-même du retail et je suis passionnée par ailleurs de retail. D'abord avec les équipes, et depuis mon arrivée, nous avons eu à cœur de recentrer les animations que nous travaillons sur le salon. On peut qualifier ça de moins mais mieux. L'objectif, c'était vraiment d'écouter de manière qualitative et quantitative nos cibles de clients et de pouvoir identifier quels étaient leurs besoins. Sur la partie retail, il apparaissait un besoin de trouver des nouveautés,
85% des visiteurs qui viennent sur le salon viennent pour rechercher de la nouveauté. Donc ça ne changeait pas, cette fameuse curation de nouveautés. Mais il apparaissait aussi un besoin de réponses tangibles à des nouveaux défis liés notamment au merchandising. De manière extrêmement illustrée, comment réussir ma vitrine, comment jouer ma table d'entrée pour inviter le chaland à se représenter en magasin, comment valoriser mes nouveautés, comment ne pas dévaloriser mes bestes, etc., etc. Et donc on est parti vraiment de cette écoute active des retailers pour pouvoir proposer un nouveau concept sur 300 mètres carrés qui va être une espèce de all-in-one. All-in-one parce que ça va être un concept store qui va démontrer des nouveaux leviers de merchandising qu'on a travaillé avec BETC Design, qui va y associer un café, atelier coaching, où des grands experts du retail vont venir coacher gratuitement les retailers qui seront intéressés pour débattre, pour recueillir des tips, donc des bonnes pratiques sur l'ensemble de ces questions qu'ils se posent au quotidien. Et ça, je trouve que c'est formidablement utile parce que un retailer qui viendra sur le salon, je l'espère en tout cas, devrait pouvoir, en revenant dans sa boutique, déployer des bonnes pratiques qu'on lui aura enseignées sur le salon. Oui, les best practices, comment optimiser son point de vente, la vitrine, oui, les tables d'exposition, etc. Oui, plein de solutions concrètes pour accompagner les boutiques déco et aller plus loin aussi peut-être dans cette notion de convivialité. Oui, de convivialité. Alors, ça sera un peu le maître mot de ces 30 ans. Convivialité, proximité, partage, expérience utile. Ça, j'y tiens aussi beaucoup. Je pense que l'expérience, elle est très intéressante au niveau muséal. Mais aujourd'hui, l'inspiration n'empêche pas l'expérience utile. Et pour moi, un client qui viendra sur le salon et qui repartira avec une offre produit qui va servir son propos, son projet et des conseils pratico-pratiques directement plug and play dans son magasin, eh bien pour moi, c'est une mission qu'on a réussi. Là, vous venez vraiment en soutien du retail. Oui. C'est difficile pour eux en ce moment et du coup, vous vous positionnez comme ça un peu pour les accompagner un peu davantage. Le retail en France se contracte, on le sait. Je vais pas revenir sur le phénomène de marché et je pense que les médias en parlent très bien. Alors je rappelle, on a 55% de notre visitorat qui est français, on en a tout le reste est international, donc on s'adresse vraiment à une cible qui est internationale. Néanmoins, j'aurais davantage envie de le qualifier comme un retail qui se transforme, qui évolue avec un côté très challengeant, certainement de nombreuses opportunités. Tout n'est pas encore très clair. Ce qui est certain, je pense, c'est que plus que jamais, on attend une expérience de visite qui soit optimisée. On attend ce fameux story living dans les magasins ou comment en faire des lieux de vie. On attend en fait tout ce que l'on ne va pas pouvoir trouver dans son expérience digitale. Et ça, ce sont des enjeux majeurs pour tous les retailers. Il y a plusieurs configurations profils de retailers. Il y a le gros retailer qui est plutôt en général accompagné pour répondre à ces enjeux. Puis il y a aussi toutes les boutiques indépendantes, tous les concept stores qui ont compris que ouvrir leur offre produit à du multicatégorie, c'était aussi désaisonnaliser son offre. Donc c'est se garantir de faire du chiffre d'affaires de manière plus importante. Et ces profils de retailers attendent des réponses. Et nous sommes là pour leur en donner. Et j'ai vu qu'il y avait plein de talks en ce sens. J'en ai noté un, par exemple, pour donner un exemple aux auditeurs. Comment intégrer la nature dans sa boutique de manière inventive. Voilà, typiquement un exemple de talk pratique pour les accompagner. Absolument. Nous aurons également comment travailler son assortiment première main et seconde main, avec Claire qui a fondé De Bon Goût. Nous aurons comment passer du storytelling au story living avec Christophe Prader. Voilà, donc 22 talks, sauf erreur de ma part. Alors, 22. Ce ne sont pas des talks, ce sont des ateliers coaching. Des ateliers. 22, oui, qui vont avoir une vision très éclectique de ces enjeux et avec à nouveau des réponses concrètes. Et François Delclos qui viendra aussi en tant que, entre guillemets, c'est vrai que c'est une expression que j'utilise depuis longtemps, mais qui n'adore pas, mais qui est chasseur de tendances, mais c'est quand même ça un peu son métier, qui va mettre un petit peu comme ça en avant toutes les tendances à s'approprier. Voilà, François Delclos qui fait un travail exceptionnel de direction artistique et qui a créé ce fameux concept store avec en effet cette capacité, comme tu le disais, je te rejoins, à aussi dénicher toutes ces opportunités de marché en termes de produits. Parce que c'est lui qui s'occupe de la curation et comme tu peux l'imaginer, sur 2300 marques, eh bien, ça n'est pas un vain mot que d'aller chercher les pépites
qui feront les succès de demain. Oui, voilà, il va mettre en scène les nouveautés et les futurs best-sellers piochés dans l'offre des exposants, donc que les retailers pourront aussi aller retrouver directement. Exactement. Il y a l'espace aussi What's New in Decor d'Elisabeth Le Riche. Est-ce que tu veux nous en dire un mot ? Oui, alors deuxième volet, on a parlé des retailers. On a vraiment 3 profils de cibles, comme je le disais tout à l'heure. Les retailers, on vient d'en parler. Nous avons également les architectes plutôt résidentiels. Et pour ce faire, nous avons le What's New in Decor que beaucoup connaissent et plébiscitent. Qu'on adore. Qu'on adore, c'est vrai. Qui est créé et animé par Elisabeth Le Riche et qui va, pour cette édition, donner une vision, la vision d'Elisabeth du thème de Tech Eden, au travers de différents univers, environnements, comme les fonds sous-marins, comme le désert, par exemple, mêlant à nouveau une curation de produits qui soit Tech Eden, c'est-à-dire naturalité, éco-responsabilité, innovation, nouvelles matières, nouvelles formes. J'ai vu évidemment des maquettes de ce What's New in Decor. J'ai très envie de le voir parce que c'est à chaque fois une petite pépite dans le salon. Oui, elle traduit en décor concret, pareil, tous les objets, des meubles, des matières, des couleurs qu'elle va piocher chez les exposants et qu'elle met en scène. C'est une vraie boussole pour orienter les architectes, les acheteurs, les créateurs. C'est vraiment un passage obligé. Alors, on va parler du designer de l'année, Mathieu Lehanner. Pourquoi lui ? Pourquoi Mathieu Lehanner ? Mathieu Lehanner, au-delà du fait qu'il ait une forte actualité cette année, puisque c'est le designer de la flamme olympique, véhicule beaucoup de valeurs qui sont les nôtres, beaucoup de valeurs qui sont celles aussi du thème. Je vous invite... Pour ceux qui ne connaîtraient pas Andrea, le projet qui a été créé il y a une quinzaine d'années, qui mêlait déjà l'art, la science et le design. Et je trouve que ce profil finalement extrêmement dans la curiosité, dans le test qui va au-delà des frontières, au-delà du design plus traditionnel, était tout à fait l'illustration du positionnement du salon pour ses 30 ans. Et donc c'est une rencontre tout à fait naturelle. Je suis extrêmement heureuse et flattée que Mathieu Lehanner ait cet espace chez Maisons et Objets. C'est une rencontre humaine aussi très forte. Je trouve la personne extrêmement, à nouveau dans ses valeurs de proximité, de générosité, aussi bien dans de la réflexion que dans de l'inspiration. Et je ne dévoilerai pas son concept qui est tout à fait audacieux et ambitieux, mais on parlait du What's New in Decor qui va être dans le Hall 7, c'est-à-dire notre hall signature. Ce Hall 7, qui s'adresse principalement aux architectes résidentiels, va être un écrin dans le salon, puisqu'on y retrouvera l'espace d'Elisabeth, mais aussi ces 2 points d'orgue à chaque entrée, avec le concept de Mathieu Lehanner et le concept de Baccarat. Alors, pour le présenter un petit peu plus, Mathieu Lehanner, je ne révèle pas de secret en disant qu'il a 50 ans cette année. Il a fait l'ENSI, qui est l'École nationale supérieure du design industriel à Paris. Et c'est vrai que dès son projet de fin d'études, il a pris un peu des chemins de traverse puisque son diplôme portait sur le design des médicaments dans le but d'améliorer les relations du patient avec sa maladie et son traitement. C'est un concept qui a plu au MoMA à New York et qu'il a intégré tout de suite dans ses collections permanentes. Il a très vite travaillé aussi avec de grandes marques, de luxe notamment. En 2006, il a reçu le Grand Prix de la création de la ville de Paris. Et en 2007, tu en parlais Mélanie, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment son premier projet qui m'a marqué chez lui et qui me l'a fait connaître. C'est qu'il a créé un purificateur d'air au design révolutionnaire qui utilisait en fait ces plantes, qui utilisait des plantes pour son fonctionnement et qui a obtenu un prix prestigieux, le Best Invention Award aux États-Unis. En 2010, il a reçu le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Bref, c'est un designer qui compte. Il a très vite créé son propre studio, mais il va encore plus loin parce qu'il a créé sa propre marque. Ça veut dire que souvent, les designers, ils sont à leur compte, mais ils travaillent pour des marques. Ils leur livrent les idées et ensuite, ils suivent évidemment la production, ou pas d'ailleurs. Mais Mathieu Lehanner, lui, tout ce qui porte désormais sa signature est conçu, produit et vendu par sa structure. Il a d'ailleurs un bureau atelier, espace d'exposition incroyable aux portes de Paris où il dessine, expérimente, assemble et expédie donc tout ce qui porte son nom, comme par exemple, tu le disais, dans les derniers en date, la flamme olympique des Jeux de Paris 2024 qu'il a dessinée.
Mathieu Léonard, c'est un designer qui est très proche de la science. D'ailleurs, il aime bien combiner le design, les technologies, l'art et le savoir-faire artisanal. Il s'entoure d'ailleurs beaucoup de scientifiques, d'ingénieurs et d'artisans pour son travail. C'est d'ailleurs grâce à cette approche qu'il est quand même hyper multidisciplinaire dans ses projets, parce qu'il fait aussi bien de l'objet, de l'architecture, de l'art, du produit, de la pièce unique ou des technologies de pointe. Il y a toute une part un peu d'irrationnel dans son travail, donc c'est vrai qu'on fait assez vite le lien avec le thème de l'année, Tech Eden. Et puis j'ajouterais une vision, comme nous, partagée, très optimiste du design, de la décoration, de la créativité de demain, dont les codes sont parfois bouleversés avec ces nouvelles technologies, avec cette innovation, avec cette hybridation des usages, mais qui à nouveau peut présenter un côté très réenchanteur. Et tu nous as parlé de Baccarat aussi ? Absolument. Baccarat sera sur le salon, sur un espace immersif, une vraie expérience immersive de 250 mètres carrés. Je suis très heureuse, très fière de les accueillir sur le salon, sachant qu'ils n'ont pas été présents depuis plusieurs années. La volonté résidait dans le fait de fêter conjointement notre anniversaire, puisque Baccarat, c'est une maison magnifique, qui va fêter ses 260 ans de tradition, de patrimoine, de savoir-faire, et qui met aussi l'innovation au cœur de son projet. Et puis, bien sûr, Maison et Objets qui fêtera ses 30 ans. Voilà, donc ce sera présenté au travers de Alchimie, qui est un vrai spectacle visuel et narratif, qui célébrera avec le salon une même vision de la créativité, de l'audace et de l'innovation. On va passer à l'Hospitality Lab, qui est, je crois, un secteur hyper important et en pleine évolution aussi. Voilà, c'est la 3e cible de clients, donc les architectes plus hospitality. Quand on parle d'hospitality, on parle de ce qu'on appelle aussi la CHR, c'est-à-dire les cafés, les hôtels et les restaurants. Et ce qui est important pour nous, c'est de constater que déjà depuis plusieurs années, cette cible-là vient de plus en plus fréquemment sur le salon, à la recherche de nouvelles réponses qui viennent en complément de ce qu'ils peuvent trouver sur d'autres salons de filière, parce que nous n'allons pas forcément nous proposer des produits dits fonctionnels, mais nous allons être sur du produit vraiment lifestyle qui fera la singularité de leur endroit, de leur lieu, de leur projet. Et pour pouvoir répondre à ces enjeux, à nouveau, nous avons créé, c'est la 2e édition, l'Hospitality Lab, qui va donner une vision très prospective de l'hospitality, puisque sur pas moins de 300 mètres carrés, Péclers proposera un espace immersif avec 3 lieux de vie qui correspondent à 3 étapes de la journée et qui travailleront l'hybridation des usages ou comment être dans un lieu d'hospitality qui accueille du public et pouvoir également vivre des expériences tout au long de la journée. Dans cet Hospitality Lab, il y aura aussi Studio Rêve qui a gagné le prix Shop and Design là récemment, qui a refait une très belle boutique à Paris d'une grande marque de cosmétiques et qui va également nous donner sa propre vision de l'hospitality au travers d'un showcase, qui est également à découvrir. J'aime bien ces cartes blanches parce que je pense que c'est aussi ce qu'on vient chercher chez Maison et Objets au travers de cette inspiration. L'inspiration, elle transpire, elle s'infuse au travers des exposants et notamment de leurs produits, mais elle est également, je pense, fortement exprimée dans ces espaces d'animation. Et lorsque ces espaces d'animation montrent du beau, mais aussi du utile, du pragmatique, comme je le disais tout à l'heure, qui permettent d'avoir une projection aussi sur ses propres projets, eh bien, je pense que c'est ce que les clients viennent chercher chez Maison et Objets. Il y aura aussi toute une série de talks autour de cette thématique. Oui, et notamment Sophie Thuillier et Cristiano Benzoni de l'agence Rêve Architecture qui auront un talk autour de l'hospitalité, une approche globale et locale. Oui, tout ça, on peut aller les écouter, c'est toujours hyper intéressant. Et aussi, dans tout cet espace, il y aura toute une sélection de marques innovantes. Une sélection de marques innovantes, à la fois du salon, mais pas que. Et puis surtout, un parcours dédié à cette cible de clients pour qu'ils puissent se repérer. On parle quand même de 76 000 mètres carrés. Alors c'est vrai qu'un restaurateur ou un hôtelier qui n'a pas l'habitude de venir peut facilement se sentir perdu. Et ça faisait partie également de notre rôle que de pouvoir lui proposer un parcours dédié, lui présentant à la fois les marques, mais aussi les produits importants dans les différentes catégories qu'il vient rechercher.
Alors c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Ce qui était important également, c'était de pouvoir faire évoluer les supports pour accompagner les visiteurs, et notamment notre application qui, dès janvier 2024, va pouvoir intégrer l'ensemble de ces parcours avec une ergonomie plus facilitante. L'objectif, c'est de à nouveau faciliter ce parcours de visite, et que Maisons et Objets, qui j'invite tout le monde à mettre des bonnes baskets quand même, engage à une visite qui soit la plus large possible. En tout cas, de s'aventurer, il ne faut pas hésiter jusqu'au fond des halls parce qu'il y a souvent des pépites qui s'y cachent. On n'a pas parlé encore du secteur Wellbeing and Beauty, je ne sais pas si je le dis bien. On l'a vu l'année dernière, on le retrouve cette année encore ? Oui, bien sûr, on le retrouve. On le retrouve au niveau du pôle objet, en face du What's New in Retail. C'est un secteur qui est en pleine expansion. On parle sur le marché, d'après certains chiffres, d'un +8, voire plus % de croissance. Et nous sommes extrêmement plébiscités pour ouvrir l'offre de produits Wellbeing and Beauty, à la fois à destination des retailers, mais pas que. On constate qu'aujourd'hui, le Wellbeing and Beauty intègre également les projets d'architecture, qu'ils soient dans l'hospitality ou qu'ils soient dans le résidentiel. Oui, que ce soit des produits ou des méthodes ou des pratiques pour lâcher prise. Absolument, se sentir bien et reconnecter avec soi-même. Alors, on va parler maintenant des Rising Talents. Il y a un nouveau format cette année ? Il n'y a pas un nouveau format. Simplement, ce qui change, c'est que normalement, le Rising Talent est sur un pays. Et là, nous allons avoir 7 pays autour d'une thématique qui est celle de Tech Eden, ou autrement dit, comment conjuguer métier d'art, savoir-faire et nouvelles technologies. D'accord, donc en fait, ce sont 7 talents qui ont été repérés, je crois, par chacun des membres du jury et qui seront mis en avant. Absolument. Un jury d'exception, présidé par Jean Deloisy, et qui va en effet, donc ce jury, mettre en lumière 7 designers qui réinterprètent les codes des métiers d'art, du design, de la créativité, en y associant les nouvelles technologies, que ce soit autour de la matière, de la manière de travailler ces matières, de la maîtrise de la main, mais avec cette volonté aussi de ne pas dissocier l'un de l'autre et de pouvoir projeter une créativité exacerbée en conjuguant véritablement savoir-faire et innovation. Et en parlant de propulsion, il y a aussi Future on Stage, ou Maisons et Objets, qui fonctionne toujours un peu aussi fidèle à sa vocation de révélateur de talent. Vous faites toujours ça avec brio. À chaque édition, 3 jeunes pépites bénéficient d'un espace d'exposition sur le salon pour bénéficier d'une belle visibilité et d'un accompagnement particulier. Oui, donc Future on Stage, c'est un programme qui a maintenant qui est assez récent, mais je crois que c'est la 4e ou 5e édition. C'est très intéressant parce que nous avons reçu 55% de dossiers de candidature en plus. Et avant, nous étions sur un territoire plutôt français. Là, un tiers de ces candidatures étaient internationales. Donc, il commence à y avoir un vrai engouement pour le programme. Tu disais révélateur, je pense qu'on est aussi incubateur. On vient pas incuber, on vient pas financer ces entreprises. En revanche, on leur propose un vrai tremplin médiatique. On leur propose un stand sur le salon, une rencontre avec des clients de France et du monde entier. Donc, ils se constituent véritablement leur portefeuille client. Et puis, je dirais, et pas des moindres, des conseils extrêmement précieux de la part du jury, mais aussi de la communauté qui est présente sur le salon. Et on a des très très belles histoires comme ça de marques qui ont pu fortement optimiser leur branding, leur stratégie de communication, voire de distribution, tout simplement parce que les membres du jury ont souhaité les accompagner par des conseils fins et adaptés à leur positionnement. Oui, il ne faut pas hésiter à passer sur ces espaces, c'est toujours sympa, ils sont toujours aussi ouverts à la discussion et pour se faire connaître. Ils sont très ouverts. Je pense que ce qui est important en tant qu'expression de la scène créative française et internationale, c'est aussi de pouvoir représenter la nouvelle garde. Et cette nouvelle garde, finalement, on la représente au travers des Rising Talents, qui sont donc ces jeunes designers venus du monde entier, qui vont exprimer cet alliage du savoir-faire et des technologies. Il y a Future on Stage, avec, je l'ai pas précisé, mais 2 des 3 entreprises qui sont internationales. Et puis, sur ce salon, nous allons aussi avoir 4 factoriens issus de la Factory Paris Design Week qui vont présenter leurs produits sur Maisons et Objets. C'est un début, mais j'ai très à cœur de pouvoir amplifier et donner plus de visibilité à cette nouvelle garde qui a une vision aussi de la créativité tout à fait intéressante. Il y a aussi un parcours, je crois, ou c'est peut-être pas un parcours, tu vas nous expliquer, le sustainable est important aussi pour Maisons et Objets. C'est très important.
Je pense que c'est important pour tout le monde. C'est un sujet dont on ne peut s'affranchir aujourd'hui. Ce qui est important, et on se le dit très souvent avec les équipes, c'est de s'inscrire dans une démarche de progrès. Lorsque vous êtes un salon, eh bien, vous êtes confronté à pas mal de défis. Donc ça, c'est notre posture à nous, en tant que salon. Quelles sont les actions que nous mettons en place pour être sur ce chemin de progrès d'éco-responsabilité? Nous en avons beaucoup, nous, au niveau du tri, au niveau de tout ce qui est recyclage. On est à 46% de toutes les matières utilisées qui sont recyclées, 100% de la moquette est recyclée, toute notre signalétique est non datée pour pouvoir être réutilisée. Les invendus en restauration sont donnés à des associations du Resto du Cœur, à Herblay dans le 95. Voilà, il y a une somme d'actions qui sont mises en place. Je pense aussi que c'est véritablement une co-responsabilité avec les acteurs qui font ce salon, et je pense notamment aux exposants. Voilà. Alors, ça, c'est une chose. Nous avons également un parcours sustainable qui comprend 200 marques qui ont été sélectionnées par un jury de professionnels de la sustainability, de l'éco-responsabilité. C'est tout à fait objectif par rapport à cette sélection est tout à fait objective et qui va permettre aussi d'apprécier, de révéler certaines marques qui ont des projets éco-responsables. Ok, super. Et on va terminer avec In the City. On peut peut-être dire juste un mot, c'est maison et objets. En ville, c'est le off en fait. C'est ça, c'est le off de janvier. Paris Design Week en septembre, c'est ouvert au grand public et aux professionnels. In the City, c'est simplement les professionnels au travers de 80 galeries et showrooms dans Paris. Ce qui nous permet, et c'est très important, ce qui nous permet de pouvoir proposer un programme complet à nos grands acheteurs notamment, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent d'Inde, et bien de profiter d'un séjour parisien riche pour trouver tout ce dont ils ont besoin pour répondre à leurs projets. Aussi bien au off que à maison et objets. Oui, et j'irais même plus loin, de poursuivre l'expérience sur MOM. C'est aussi toute la force de notre écosystème. C'est ce que tu viens de dire, Hortense, c'est de venir sur Maison et Objets, de pouvoir dénicher les nouveautés de demain, et puis de poursuivre en ville sur la version off, avec une offre complémentaire à celle du salon, et d'être entre deux salons, entre deux In the City ou entre deux Paris Design Week sur MOM, car MOM vit toute l'année. C'est notre plateforme B2B digitale qui s'est transformée en marketplace depuis avril dernier et qui permet vraiment d'accélérer le business de nos clients, des clients, qu'ils soient exposants, qu'ils soient acheteurs. Génial. Merci beaucoup Mélanie pour toutes ces informations. Vivement le 18 janvier, on se retrouve là-bas. Avec plaisir. Il me tarde également de vous révéler toutes ces belles surprises. Merci Hortense pour ton écoute. Merci Mélanie, au revoir. Le décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.